C'est spécial d'être ici. C'est la première fois que je viens, pas aux grandes rencontres de l'Institut, mais n'empêche que j'avoue que j'ai pogné ce qu'on appelle un 2 minutes avant d'arriver ici. Bienvenue. Vous êtes chanceux, chanceuse d'être ici ce soir parce que ça a été très populaire. Et Tom, c'est de la visite rare. Donc, la dernière fois, on en parlait tout à l'heure, ça fait à peu près une dizaine d'années quand Tom est venu pour la première fois au Québec. Et voilà, il revient. Et je le remercie d'ailleurs de prendre le temps de faire un petit détour par Québec, qui est la ville où il passe le plus de temps, d'ailleurs. It's the city where you spend the most time of your tour. So we know you're the place you like more than anywhere else. So, and people Don't do tell love the you more others. here than anywhere else. So. Thank you. Donc, comme Dominique l'expliquait si bien, c'est Mélissa que je remercie d'entrée de jeu qui sera la voix de Tom. Alors, je poserai les questions en français, éventuellement en anglais à Tom, et donc il répondra en anglais. Et Mélissa sera donc celle qui va traduire après. Parfois, les questions seront une petite pause parce que c'est bien beau tout ça, mais Mélissa ne travaille pas avec des notes, donc il faut qu'elle retienne tout. Donc, souvent, Tom va reprendre la question et tout ça. Parlant de questions, je dois vous poser la question. Est-ce que vous avez un cellulaire qui est ouvert dans vos poches? Voilà. Et je me sens vraiment comme une autrice de l'air. Alors voilà, merci beaucoup de fermer vos cellulaires. Et commençons en fait tout d'abord par les choses. Si vous ne connaissez pas Tom, petite bio. Tom est né en 1976 en Écosse et éventuellement donc en 1997. Il a déménagé à Londres, il était à l'école d'art et tout ça. Et donc, éventuellement, dans sa carrière, il a fait beaucoup de choses. On a tendance à l'associer, oui, bien entendu, au strip pour The Guardian, pour The New Scientist aussi, qui est donc un magazine scientifique bien connu. Mais il a fait vraiment, notamment, des albums extraordinaires que je vous invite à découvrir. Princesse Bûchette et Le Petit Robot de Bois, qui est publié aux éditions Comme des Géants. D'ailleurs, demain matin, je ne sais pas comment, je sais pas si c'est complet, mais les gens gabriellois sont des gens très accommodants. Si jamais il y a plus de monde, ça va être dans la grande salle de diffusion de Gabriel Leroy. C'est Tom et Nadine, donc l'éditrice, qui vont lire le conte, atelier de fabrication de macarons. Donc, si jamais vous avez je pense que c'est demain 10 heures. Donc, voilà. Ça, c'était pour la programmation. Et donc, Tom a fait cet album jeunesse. Il a aussi fait et on en parlera tout à l'heure, des romans graphiques. Il en a fait 3. Vers la ville, fait Goliath, ainsi que Moon Cop. On lui connaît des strips dits, entre guillemets, littéraires, donc dans The Guardian, je le disais tout à l'heure. Alors, vous êtes tous jaloux de mon jetpack, Kafka, là, qui est en cuisine avec Kafka, ainsi que La Revanche des bibliothécaires. Et du côté plus scientifique, mais pas moins sérieux de la chose, il y a le département des théories fumeuses, ainsi que La physique pour les chats, qui vient de paraître cette semaine. C'était le petit bout de publicité pour Alto, vous n'entendrez plus parler après. Voilà. Donc, on se lance tout simplement par une petite... il est assez difficile de résumer Tom Gold en quelques mots. On a fait l'expérience sur le site web, et ça se lit ici, c'est des souris qui lisent Shakespeare, des livres, beaucoup de livres. Des robots humanoïdes, Dickens, des astronautes, des découvertes improbables, Paris Hilton, Dieu, L'histoire avec un grand H, j'ai le goût de trouver l'inconnu. Hemingway, une bonne fée marraine féministe, les écrivains et leurs univers, une fourmi actrice, Dan Brown, tête de Turc par excellence d'ailleurs, des jeux vidéo littéraires et encore beaucoup d'autres curiosités. Bienvenue dans le petit monde de Tom Gold. So Tom, welcome. Thank you for being here. Première question, en fait, toute simple parce qu'on va traverser comme ça plusieurs années de création. Et je vais commencer par une grande question qui le porte depuis des années, l'inspiration. Donc, c'est quelqu'un qui doit travailler sous la contrainte et donc livrer à toutes les semaines des strips comme ça. Et c'est quelqu'un qui s'est beaucoup diversifié au fil de sa carrière. So we talked a little bit earlier today about that big word, inspiration. Where does it come from? How is it fueled? And being, in that state where you have to hand out strips pretty rapidly, you do take some vacations, I hope, but probably you have to prepare in advance some strips too. So what's your relationship with that? Is that a good thing? Is that energy, or is that like a curse that you have to live with every day? I think the fact that I have two weekly deadlines where every week I have to hand a cartoon in, and if I don't have a brilliant idea, my attitude is I have to take my least bad idea and polish it up as well as possible
and make it presentable, and that stops me becoming a complete perfectionist. Donc, étant donné que Tom travaille avec 2 délais hebdomadaires, il doit livrer chaque semaine des bandes dessinées. Quand il n'y a pas de brillante idée, ben, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la moins pire. Puis il la nettoie un petit peu pour qu'elle paraisse quand même bien. Donc, cette façon-là de travailler, ça a fait une chose, ça l'a rendu un peu moins perfectionniste qu'il ne pouvait l'être naturellement. And sometimes when you're in the act of making a cartoon, you're not the best judge of whether it's good or not anyway. And sometimes I've handed in a cartoon thinking, this one isn't great, but I'll make up for it next week with a better one. And then some of those turn out to be some of the cartoons that are most beloved by other people and that I enjoy the most. So that feeling that the newspaper is kind of pulling them out of my hand is a really helpful part of my process. Donc, le fait que finalement les journaux souvent lui arrachent un peu le travail des mains alors que lui aurait voulu le perfectionner, ça donne de bons résultats parce que parfois il remet des choses dont il n'est pas si fier que ça. Il se dit « Ah, je vais me reprendre la semaine prochaine », mais finalement, ce sont parfois les BD les plus appréciées, celles que les gens vont le plus aimer lire dans les journaux. And in terms of looking for inspiration, I guess I've sort of trained myself, so my whole life is looking for inspiration. I always have a little notebook in my pocket in case I see something interesting throughout the day, and I carry a bigger sketchbook in my rucksack in case I have time to do some drawing. So I rarely sit down to make a cartoon with nothing. I'm always gathering up stuff like a little squirrel in order to have some nut ideas to get me through the winter. Donc, finalement, la vie complète de Tom tourne autour du fait de trouver de l'inspiration. Il se promène toujours avec un petit cahier de notes dans lequel il va noter des choses. Et dans son sac à dos, il y a un plus grand cahier dans lequel, s'il a l'occasion, il va faire des dessins. Donc, il se considère un peu comme un écureuil, finalement, qui engrange les idées à la manière de noix. I'm trying to imagine. Oh, en français, pardon. C'est que Tom l'a mentionné, il voyage toujours avec des carnets. D'ailleurs, carnet, je vous donne une petite exclusivité. Tu me pardonneras, Julie Veillet, que je remercie d'ailleurs, d'avoir invité Tom à présenter l'expo à la Maison de la littérature. Vous allez pouvoir voir de ces carnets qui sont fascinants, tout petits, puis ils sont remplis de petites choses. I mean, they're so tiny. I don't know how you can see them. Tell me, That comes from a long time ago, those doodles and those notebooks. Like as a kid, 7, 8 years old, you once said, like really, really small, and then you've always drawn like that? Yeah, I've always loved to draw. I drew from when I was a kid, and I would just do it almost as just a habit more than anything else. If I had some spare time, I'd take out some paper and I'd start doodling. And at school, I'd do my work, but all the margins and the edges of the pages were completely filled with doodles until my teacher said to me, Tom, I know you can get the work done, but we can't have so many doodles on the pages. So she gave me a separate book, which I was allowed to draw in, as long as I also got my work done. Donc, Tom dessine vraiment depuis qu'il est tout petit. C'était vraiment une habitude au départ qui n'avait pas de but autre qu'être une habitude. Et donc, il gribouillait constamment, y compris dans les marges de ses travaux, des choses qu'il remettait à ses professeurs, jusqu'au point où, à un moment, on lui a dit « Écoute, je sais que tu es capable de faire le travail, mais il ne peut pas y avoir autant de dessins dans les marges. Donc, voici un autre cahier dans lequel tu pourras faire tes dessins. Puis les travaux, ça sera sur une autre page. » So I suppose I should thank Mrs. Horrocks for starting my career. But I think even when she gave me the whole notebook, the drawings never got bigger than they had been in the margins. And that hasn't really changed to this day. I still make small doodles, and I suppose it's partly to stop them turning into works of art in their own. They're ideas which help me think more than worked through works of art. Vous allez d'ailleurs pouvoir les voir aussi, ces Antoine, esquisses. il faut que je traduise. Oh, Je sais que toi, tu as compris, là. Non, mais... on t'est rendu, excusez-moi, on t'est rendu à la traduction en serbo-croate. Oui, Non, c'est ça, pas exactement. Bon, là, tu m'as un peu mêlé, mais c'est pas grave. Alors, Mademoiselle Horrocks,
Mrs. Oryx, yeah. C'est elle qu'il faut remercier parce que clairement, il l'a mis sur les rails pour le reste de sa carrière. Ce qui est quand même drôle, c'est le fait que même à partir du moment où il n'était plus confiné aux marges pour dessiner, il a continué quand même de dessiner aussi petit. Donc, ses personnages n'ont pas grandi pour autant et c'est vraiment devenu finalement sa marque de commerce. So, changer de cerveau, ce sera pas bien là. Hop, anglais, hop, français. Je trouve ces carnets, pour les avoir vus, je les trouve fascinants, mais c'est aussi le processus chez Tom qui est merveilleux. C'est qu'on voit les germes, si on veut, les premières molécules d'un strip, un petit personnage qui marche tout petit. Tout à coup, des petites maisons. Il y a vraiment toutes sortes de choses comme ça, comme des éléments disparates. Et je vais lui poser la question, en fait, sur le processus. Comment on part de ces doodles jusqu'à un strip, et d'un strict point de vue aussi, même technique, c'est-à-dire que Tom ne travaille qu'à la main, mais la colorisation, c'est ce que je veux poser comme question. Comment on en arrive au processus fini? Et aussi un peu, dans un second temps, des inspirations. Parce qu'on m'a posé souvent la question, pourquoi Tom Gold? Pourquoi tu l'aimes autant? Et tout, parce que Tom, il n'y a pas deux Toms dans le domaine de l'illustration et des strips et tout ça. Et donc, il y a une fausse simplicité qui est là et une complexité à l'arrière. Et il y a des auteurs comme Edward Gorey, Chris Ware, par exemple, que je vous invite à découvrir, qui ont leur style, tout de suite on reconnaît. Et tout de suite on reconnaît Tom. So that's going to be short in English though. So from doodling to printing, what are the steps that you use? What do you keep? And you ink. Obviously you work with your hand. But then what's the coloring process? And also, you mentioned in some interviews that you were inspired by people like Edward Gorey. And you also mentioned Chris Ware, who has a system that on its own, and that's why I was telling the good people here, is that there's no two Toms. Good for you, by the way. So tell me a little bit more about the work you do from inspiration to printing. Okay. Well, with my ideas, we were talking about sketchbooks, and I try and stay working in the sketchbook as long as I can, because it feels like things are free in there and the ideas can flow, and I'm not racing to get something finished. And if I have time, I like to, even if I have an idea after filling half a page with ideas, I like to carry on a bit further to see if there's something else which might pop out. And once I stop working in the sketchbook and move on to the next stage, it feels like things are beginning to be finished. So I try and keep that first stage as open as possible. Donc, la première étape en est une de grande liberté dans ses cahiers à dessin, où il aime rester le plus longtemps possible, en fait, parce qu'il a l'impression que là, il y a toujours possibilité d'améliorer. Même quand il approche la fin, il aime continuer un peu plus longtemps encore pour voir s'il n'y aurait pas une autre idée, une meilleure idée qui émergerait pas. Donc, s'il est capable le plus possible d'étirer cette étape-là avant de tomber à la prochaine, c'est mieux pour lui. And when I have an idea that feels like it's beginning to be ready to be an actual cartoon, then I move out of the sketchbook and I draw quite loosely on just cheap photocopy paper. And I guess at that stage, what I'm trying to do is squeeze the idea into the shape of the cartoon that I have. And both The Guardian and The New Scientist, they're quite small spaces, so it's sometimes quite a lot of chopping down and editing out. But I think those things help the work. Donc, deuxième étape, ça se passe sur du papier à impression de traits de base, donc pas de grande qualité, sur lequel il va dessiner de façon très sommaire. Et c'est là qu'il va y avoir une sorte de travail d'édition pour vraiment condenser le plus possible les idées et les faire rentrer souvent dans très peu de cases, parce que, veut pas, l'espace dont il bénéficie dans le Guardian, entre autres, est quand même assez limité. And when I'll work on that paper until I have something which looks the right size for the finished cartoon. I'll draw it quite carefully. And then when I think that's ready, I put it on a light box, which is a table where the light shines through the paper and allows me to trace it onto better quality paper using an ink pen. And that's when I'll add the sort of cross-hatching and the details. And when that drawing's finished, I scan it into the computer, and that's where I add the color, which is the last stage.
Donc, troisième étape, ça se passe sur une boîte lumineuse, donc rétroluminescente, sur laquelle il va poser un papier, cette fois de meilleure qualité. Il va pouvoir copier les dessins qu'il a fait d'une manière un petit peu plus détaillée. Il va rajouter les détails à cette étape-là. Et quand il sent que vraiment là, la bande dessinée est prête, il va la numériser pour ensuite la mettre dans l'ordinateur. Et c'est vraiment à l'ordinateur qu'il va faire l'étape de coloration. And I guess in an ideal world, I'd paint the color with watercolors or inks or something, but I'm quite colorblind. So I have red-green issues, and I can accidentally make somebody's skin green. So the computer's great that I can fiddle around as much as I need to and really work on the colors quite carefully. Il aimerait bien travailler à la main les couleurs également, donc avec de l'aquarelle, ce genre de choses, mais comme il est daltonien, c'est un peu problématique. Donc, le fait de travailler à l'ordinateur lui permet d'éviter de donner une couleur verdâtre à la peau des personnages, par exemple, puisqu'il mélange, entre autres, le rouge et le vert. Donc, c'est une façon de s'assurer que ça ne va pas sortir bizarre. Chez Tom Gold, il y a une fascination pour le voyage dans le temps. Et we're going to talk about time travel. So, donc, c'est ce que je vais faire avec lui, c'est l'idée de revenir aux inspirations et aux lectures, parce qu'on associe souvent, bien entendu, Tom aux bibliothèques. Qui d'autre aurait pu faire un album qui s'appelle La Revanche des bibliothécaires? C'est comme l'auteur de livres sur les livres, si on veut. Mais là où c'est fascinant, c'est que c'est pas tout à fait vrai. Il ne faut pas être un féru de littérature pour apprécier Tom Gold. Donc. Mais on voit qu'il y a un bagage, il y a une connaissance fine de la littérature mondiale et de la façon que fonctionne le monde littéraire, les agents, les auteurs, l'intelligence artificielle qui a fait partie des thèmes. So, over all these years, you've been known, and not only as this, but as the cartoonist of books. But people don't need to know books or be an avid reader to embrace and appreciate your work. So, how did you consider yourself as a reader, and how did you come up with? It's pretty hard. You kind of not remember your question in French while you're translating. Serez-vous étonné d'apprendre que je suis TDAH? Lui est daltonien, je suis TDAH. Bonjour. Oh, un écureuil. Non, sans blague. So sorry. I got this. Whew, I forgot my own question. So anyway, no. Tell me about how you deal with books. How do you get this such fine knowledge of how the literary world works? I mean, agents, AI. I mean, I work in that, and you make me laugh so hard. So does he go to book launches? Do you spend time with authors? How do you deal with this literary world? Well, first of all, I should say it's quite clear that I've got the easiest job on the stage here. So thanks for helping me out tonight. The hard work is happening on both sides. I mean, most of it, I think, is just a little bit of knowledge of the literary world, but mainly being imaginative and imagining how I would be in those situations, because I get asked the same question about the science cartoons. Last night, a scientist said, how do you skewer us scientists so well? And I think maybe the secret is to keep it a little bit vague and actually make it more about human feelings and the classic things that we're all afraid of going wrong, and just dress it up with a little bit of knowledge about the specific area. Donc, en fait, je pense que je vais reprendre un peu ta question, Antoine, parce que je ne suis pas sûre que tu avais dit la même chose en français. C'est correct, je m'en souviens déjà plus. Donc, en gros, on voulait savoir ici comment Tom en arrivait à avoir cette connaissance fine du milieu littéraire qui lui permet d'en parler de si drôle manière, entre autres, dans ses BD. Et là, Tom, de commencer en disant qu'on fait la partie la plus dure de la job en ce moment sur la scène, Antoine et moi, que lui, c'est facile. Donc, merci. Thank you for the comment you made earlier. Mais sinon, sa réponse à la question d'Antoine, c'était en fait, ça ne prend pas une si grande connaissance. Oui, il y en a une clairement qui est là, mais l'idée, c'est quand même de rester un peu vague, mais d'être beaucoup dans l'imagination. Donc, il essaie de se projeter dans des situations, il se demande comment moi je réagirais. D'ailleurs, hier, il a mentionné qu'il s'est fait faire le même commentaire
non pas au niveau par rapport au milieu littéraire, mais par rapport à la science. Les scientifiques lui ont demandé, mais comment tu fais pour aussi bien nous représenter, tu nous connais si bien? Puis c'est la même chose, c'est oui, un début de connaissance, mais ensuite beaucoup d'imagination pour comprendre finalement la psyché humaine. Question en français, ça va être celle-là très très simple. Est-ce que les scientifiques sont des drôles de personnes ou est-ce que les scientifiques apprécient l'humour? So scientists, you know, over the years, the New Scientist for a couple of years, now 2 albums on science. Are they funny people? How do they react to your work? Do you need to say that in French? Yes. Kind of. It takes less words. Huh? So, no, but seriously, when You've said it. yeah. Okay, sorry, That's cool. Yeah. Okay. Okay, next one I'm going to try in German next. Okay. Now I've forgotten. Oh, scientists. Well, I've been doing the Guardian weekly cartoons for about 20 years now. And maybe, I'm guessing it was 10 or 11 years ago, I published a little booklet of them to give to friends at Christmas time. And I sent one to the editor of New Scientist magazine, who I'd worked with just on illustrations. And I said, if you ever want a weekly cartoon strip, let me know. And he emailed back the next day and said, can you come in for a meeting about this? And I was a bit surprised. I went in for the meeting, and he said, 3 different people gave me your last book of cartoons for Christmas. So, can you do 10 as a sample? And then we'll take it from there. Donc, ça fait déjà une vingtaine d'années que Tom travaille pour The Guardian à faire des bandes dessinées sur une base hebdomadaire. À un certain moment, il y a 11 ans, là, si je me rappelle bien, il est arrivé dans le temps de Noël avec un livre qu'il avait fait par lui-même, qu'il avait distribué à ses proches, à des gens qu'il connaissait, dont l'éditeur de la revue The New Scientist. Et en lui disant, en passant, si jamais un jour tu aimerais toi aussi faire des BD, ça pourrait m'intéresser au sein de ta revue. Jusque-là, il travaillait uniquement comme illustrateur pour eux. Et le lendemain, il lui a dit, écoute, il va falloir qu'on s'en parle dans mon bureau parce qu'il y a 3 personnes qui m'ont donné ton petit livre que tu as fabriqué pour Noël. Je pense qu'il y a un signe là-dedans, puis oui, je pourrais être intéressée par ton travail. And then I kind of panicked because I haven't studied science since I was 15. I'm kind of a fan of science, but I'm not educated in it. And I was worried that the scientists would scoff at my lack of knowledge and that my jokes would seem lowbrow and silly to them. But we did the 10 samples and they liked them and they started publishing them. And it's been delightful how much scientists seem to enjoy the cartoons and how I get emails from people asking to use them in lectures or in their PhDs and things. And I think they appreciate that I'm cartooning about their world as a fan and with love. Donc, il a commencé par paniquer, en fait, quand le projet s'est concrétisé parce qu'il n'avait pas fait de science lui-même depuis ses 15 ans. Donc, il a toujours été un fan de science, mais un admirateur et pas quelqu'un qui avait nécessairement les connaissances. Donc, le travail est devenu soudainement un peu stressant. Mais assez rapidement, tous les scientifiques ont apprécié son travail. Plusieurs lui écrivaient pour lui en faire le commentaire. Même des gens qui, pour leur doctorat, utilisent des bandes dessinées que dessine Tom pour illustrer certains phénomènes. Donc, la réception, on peut se le dire, était très, très bonne. Reprenons dans notre capsule temporelle, notre voyage dans le temps. Je serais très intéressé, puis c'est ce que je vais poser comme question, à savoir qui il est comme lecteur, comme jeune lecteur. Parce que l'album dont je vous parlais, Princesse Bûchette et le petit robot de bois, est non seulement absolument délicieux, mais c'est typiquement Tom. Puis c'était tout nouveau et j'étais très content de voir que cet album-là paraisse. Ma fille l'a lu, mon gars l'a lu, c'est des fans. On l'a en anglais, en français. Et donc, ces albums jeunesse sont extraordinaires. Je me suis dit, mais quel genre d'enfant c'était pour peupler cet univers de gnomes, de lutins, de fées. C'est assez classique, mais en même temps avec une twist très intelligente. I was singing praise of the Wooden Robot book. So, being a fan of time travel, so we're traveling back in time, still with little Tom, doodling away. So who is Tom as a reader? How did you get into books?
you remember your first book? Did you grow up with graphic novels? I mean, you were born in 1976, so obviously there weren't many graphic novels at that time, not as much as today. So who were your first, readings and books that you discovered as a kid? Well, my parents, many people here will be glad to hear, were huge fans of the local library. And they'd take me and my brother to the library every week, and I can't remember how many books we could take, maybe 8, and I would take as many as I could. I'd take 8 every week. And our library didn't have very many comics. In those days in the UK, I think they were slightly looked down upon in the library system, but they did have the entire run of the Asterix books and the entire run of the Tintin books. So every week I'd take out at least 2 of those. Donc, vous serez heureux d'apprendre que les parents de Tom et de son frère les amenaient toutes les semaines à la bibliothèque du quartier, à laquelle ils empruntaient le plus de livres possible, ce que leur permettait leur carte de membre. Donc, à peu près 8 livres qu'ils lisaient chaque semaine. La bibliothèque n'était pas nécessairement très garnie en termes de romans graphiques. Par contre, ils avaient toutes les collections d'Astérix et de Tintin. Donc, chaque semaine, il y a 2 albums de l'un et de l'autre qu'ils ramenaient à la maison. Donc, ça a été ses débuts comme lecteur. And I guess as an adult, I absolutely love the Tintin books. The visual style, the simple, clear line is something I aim for. And in my coloring, I'm sort of often looking for the flatness that they have in the Tintin books. But as a kid, I much preferred Asterix. I just thought it was funnier, and I liked them punching Romans in the face. And I wasn't that sophisticated a child. Donc, enfant, il préférait les albums d'Astérix. Il trouvait ça très drôle, des Romains qui se frappaient, ce genre de choses. Donc, il dit de lui-même qu'il était peut-être un peu moins sophistiqué qu'aujourd'hui. Il se décrit davantage comme un fan de Tintin, dont il apprécie encore aujourd'hui les lignes très claires, épurées, la bidimensionnalité aussi des personnages, chose qu'il essaie de reproduire également à sa manière dans ses BD. And the other book from that time I really remember was my grandfather gave me a copy of The Hobbit just as I was in the early stages of reading for myself. It probably wasn't the first book I read myself, but that absolutely blew me away. I just love a book with a map at the front and illustrations and runes written in there, and the fact he made this whole world in a book. And when I came to make my own children's book, that's something I definitely wanted, was a book that you could read the story, but you could also imagine a lot more happening in that world. Donc, un des livres qui l'a beaucoup marqué, c'est celui que son grand-père lui a offert alors qu'il était encore un apprenti, un lecteur débutant. C'était donc le Hobbit. Et ce qu'il appréciait de ce livre-là, c'était que non seulement il y avait une carte géographique sur la page couverture, il y avait des illustrations à l'intérieur, mais c'est que c'est tout un monde qui a été créé et un monde dans lequel on peut se projeter et faire aller aussi son imagination. Donc, c'est une chose qui l'a beaucoup marqué et qu'il cherche à reproduire aujourd'hui. Je reviens sur la question du Hobbit. Et so 2 questions. One will be about Tolkien and the Lord of the Rings. The second one will be more tricky, parce que ça manque un peu de piment à cet entretien. Il va falloir poser la question, pour ou contre Tintin? Est-ce qu'on devrait lire Tintin aujourd'hui, sachant qu'avec le recul, on a souvent accusé Tintin au Congo, par exemple, Tintin en Amérique. On a changé la couleur des Schtroumpfs. Ils sont plus noirs, je pense qu'ils sont mauves, à moins que je me trompe maintenant. Donc, il y a eu comme ça, si on veut, cette relecture. On ne fera pas le procès de la cancel culture, savoir si Tom Gold est woke. Ce n'est pas la question ce soir. Mais je vais quand même lui poser la question. So, you want the easy one or the tricky one? Well, let's start with the easy one. Easy one. Okay, so you read The Hobbit. True or false? Lord of the Rings, despite being, so huge, is a rather boring book? True or false? Nobody asked that question. No, personne n'a jamais osé dire que Le Seigneur des Anneaux, c'est un peu long et plate. Je dis pas que c'est ça, mais so, what do you think? Well, I certainly think it's got too many songs. I agree on that. Even as a kid, I'm sorry to say, I generally skipped past the songs, or at least skim read the songs. It is long. I mean, there are many great things about it, but for me, the charm of The Hobbit, I find it a much more charming book, and I probably love it more. Une réponse polie plutôt. Donc,
a préféré le Hobbit au Seigneur des Anneaux. Et là, je m'excuse, moi, je ne l'ai pas lu, Seigneur des Anneaux. C'est quoi les Souls, là? Je n'ai pas compris. Il y en a trop, mais c'est quoi? Il y en a trop. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas trop long, mais c'est vrai que des fois, il y a trop de cette chose que j'ignore ce que c'est. Ah, c'est des chansons? Ah, mon Dieu, c'est vrai que ça doit être long. Hein? Ben, il y a les chansons de Tom Bombadil, par exemple. So I guess you don't like musicals, or you know when they sing in those Disney movies, I always skip them. You skip them? I don't skip them because I have two daughters who love them, and they beat me with the remote control if I try to skip. Donc, il ne saute pas par-dessus les chansons dans les films de Disney parce qu'il a 2 filles. Donc, s'il fait ça, il va se le faire dire. So the tricky one, it's not that tricky, is you talked about Tintin. And I grew up as a Tintin reader. I mean, without Tintin, I wouldn't be sitting here today. So I was reading every day a different album, kind of, because there are 23 albums. So once every month, I would have read the whole thing, and I would do that again. So I think I read each album like 150 times. I don't know. So at the time, I was a bit of a freak. And then, over the years, we looked back at Tintin, Tintin au Congo, Tintin in America. I don't know the English titles. Obviously, they have not aged well. Does that affect your view of those albums, or would you still give Tintin as it is, or as it was published in 1930s or 40s, still today, or would you accept to rewrite or change some things in Tintin? I mean, it's a good question, and I feel there's a slight difference between books for children and books for adults in the choices you should make there. And I think with the Tintin books, I think you could edit them to remove some of the racism and some of the other problems so that children can enjoy this amazing thing. But I think I think they maybe even do this, that you keep it in print, a sort of collector's edition, which reminds us what the work was like, maybe with a foreword explaining that there's problematic content. But you can't expect a child to read a foreword and to understand that. So that's my sort of fudge for kind of believing kind of both sides on that thing. Donc, encore une fois, une réponse diplomatique où Tom fait la différence finalement entre les livres destinés aux enfants et ceux destinés aux adultes. Donc, oui, on peut très bien s'imaginer que ce serait une bonne chose d'aller éditer certains passages, par exemple racistes dans Tintin, pour en faire quelque chose d'un petit peu plus acceptable aujourd'hui. Cependant, on ne va pas rayer pour autant les exemplaires qui contiennent l'édition originale, entre autres les exemplaires de collection. Dans ceux-là, ça pourrait être bien d'ajouter, dit-il, des notes, des avertissements au départ. Mais ce qui précise, c'est qu'on ne peut pas demander à des enfants de lire des avertissements. Un enfant va se plonger directement dans le livre. Donc, c'est là où il fait la différence entre un livre destiné à un public jeunesse et un destiné au public adulte. And personally, I can still enjoy reading those books while understanding that they're of their time, and that there are offensive things in there from the way we see things now. Donc, pour sa part, il peut encore aujourd'hui apprécier de lire les Tintins dans leur état initial, en les remettant lui-même en contexte finalement, donc en comprenant que les choses ont évolué, mais qu'à l'époque, ces choses-là pouvaient se dire. Avant que j'oublie, il vous reste encore quelques minutes pour penser, vous aussi, à une question, parce qu'il y aura une petite période de questions. C'est toujours intéressant. Puis, de grâce, épargnez-nous le malaise de quelqu'un a une question. Et là, on entend une mouche voler. Alors, je suis convaincu que vous avez des questions. Je vous fais confiance. Donc, encore même peut-être plus tricky ou difficile. Hein, vous faites ce que vous voulez. Donc, just reminding them that there will be questions at the end. So, getting back to... j'ai lu une entrevue avec Tom il y a quelques années où il exprimait sa crainte du premier roman graphique, de la première vraie bande dessinée, si on veut. Parce qu'on a souvent dit, Tom, c'est des strips, c'est du court, c'est une seule page. Mais lorsqu'est paru l'album Goliath aux éditions de l'Association et repris par les amis de chez 2024, qui sont maintenant les éditions 2042, suivez-moi bien. Donc, ça, c'était son premier album. Il disait, j'étais soulagé parce que j'ai franchi cette chose qu'on attend de moi en tant que BDiste, illustrateur, auteur, que de faire ce premier album.
So I read in an interview that you talked about this the pressure of the first graphic novel being Goliath, and that people were kind of waiting for you to do finally one real book or a real graphic novel. Do not limitate yourself to strips or short things. So what was the process? Was it a relief? Was it a step forward since you said, okay, I've done my first graphic novel, now you've done more than that, but how did you prepare and how you work differently on short formats than longer formats? I mean, I think it was a pressure I was putting on myself because I love graphic novels. I've read so many great graphic novels, and up till that time, I'd published very short comics of my own and done these little strips and some zines, but I did have this feeling I wanted to try this form, and it did take me a long time to figure out what story I could tell that would feel like it was worth a lot more of the reader's time. Rather than just a moment of amusement in a paper, you're asking someone to give up an hour or 2 hours or whatever to spend with an entire book of your work. And I think you do need to give something more in a graphic novel. Donc, il a toujours été intéressé par les romans graphiques. Lui-même en était un grand lecteur et c'est lui-même qui se mettait la pression d'un jour en faire un, mais il ne l'a pas fait tant et si longtemps qu'il n'avait pas l'histoire qui pourrait être racontée sur le long terme, en fait, parce que c'est très différent d'écrire quelque chose de court qui est destiné à amuser les gens dans un journal et faire un livre beaucoup plus long où là, ça doit se déployer dans la longue durée. Donc, il s'est lancé uniquement lorsqu'il a senti qu'il avait cette histoire-là. And I'd made a short 4-page comic strip for an anthology about Noah building the ark, viewed by his 3 sons who just thought he was a bit of a nutty old man. And I was happy with that, and people seemed to like it. And it made me wonder if there was another Bible story that I could take a sideways look at. And I sort of went through it in my head and realized David and Goliath was a wonderfully simple story that maybe I could find a way to retell or to look at differently. And I went to my father-in-law's Bible and looked through it and read the story and realized immediately that there was a wonderfully big gap where we never know anything about Goliath. He's just a monster. And I thought, I can fill that in my book. Donc, ça a commencé par une toute petite BD de 4 pages qu'il a fait lire à ses proches, qui était inspirée donc de personnages de la Bible. Et là, le succès était immédiat. Il s'est dit, il y a peut-être quelque chose là. Et finalement, rapidement, il s'est retourné vers l'histoire de David et Goliath. Goliath étant connu comme un monstre uniquement, mais il s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des pans de l'histoire de Goliath qu'on connaissait mal. Et c'est entre autres en allant fouiller dans la Bible de son beau-père qu'il a trouvé l'inspiration. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des trous à combler avec une BD, un roman graphique en fait. And the Bible story gave me a really good ending for my comic, and finding an ending is often the hardest thing in writing a longer narrative. So I had this great ending of Goliath being killed by David, and I wanted to write a sort of black comedy where, through a series of unfortunate accidents, this giant who isn't actually a great soldier accidentally ends up in the wrong place at the wrong time, and as soon as I started writing it, it came together, and I liked him as a character, and I enjoyed writing about him. Donc, il avait déjà sa fin, il savait que Goliath allait être tué par David et son envie, c'était celle d'écrire une comédie noire finalement où le géant allait se ramasser à la mauvaise place au mauvais moment et que, bon, c'est ainsi que ça allait se terminer. Mais le fait d'avoir cette fin-là, ça l'a nourri et ça fait en sorte qu'il a pu écrire donc ce roman graphique qu'il a beaucoup apprécié écrire. Ça a été pour lui une belle expérience. Il est impossible de parler avec Tom Gold sans parler de couverture de livre, parce que c'est une partie de son travail qui est connue et qu'on lui demande assez souvent. Un exemple comme ça,
je ne sais pas pourquoi je l'ai pris lui. 6 degrés de liberté de Nicolas Dickner, qui est un excellent roman, je vous le conseille. Donc, a été illustré, it's my promotion time now, moi j'ai tout de suite pensé à Tom Gold. Donc j'ai dit, il faut que je demande une couverture à Tom. Et j'ai fait un petit peu de recherche et souvent dans les cours, je vais présenter des couvertures de livres de vraiment plusieurs origines. Les Américains sont particuliers, les Britanniques sont particuliers, les Français sont particulièrement plates ou prudents. Mais il y a une culture de la couverture de livres qui est pas toujours hyper stimulante. Or, quand vous regardez une couverture faite par Tom Gold, il prend les codes, il les twist, et un des exemples, c'est, si vous avez l'occasion, vous pourrez le googler tout à l'heure, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, donc a été illustré dans la collection de Penguin, des classiques de Penguin. C'est Tom qui l'a fait, la façon, parce qu'en fait, c'est une bande dessinée sur, sur la couverture. Et j'ai failli d'ailleurs, même à un moment donné, demander de le copier parce que je voulais qu'une couverture ait dessus des petites cases et qu'on sache même la fin du livre, à la fin de la case, en bas de la couverture. Donc, tu ne le sais pas, mais tu viens de voir la fin de sa couverture. C'était comme un fantasme. Je ne sais pas si je vais réaliser un jour, mais bon. So, anyhow, I was telling this whole story about book covers. Obviously, we need to talk about book covers. You've done a lot of them. And there was always a tradition, US being okay, UK being, okay, French being quite boring. And then there's you, who takes on a very different view on covers. And so I was doing a shameless promotion of 6 Degrees of Freedom, which had your name written on it. I mean, as soon as I finished editing, and Nicolas Dickner was, he's a great fan, and we said, okay, let's ask Tom Gold. That would be a dream coming true. So you did 6 Degrees of Freedom, and the typo, the fonts, everything is integrated and drawn. And I gave those lovely people the example of the Three Musketeers. And we talked about that a little bit earlier. So what's your approach to book design? And I mean, how do you get rid of all these ways of seeing a traditional book cover and make it a Tom Gold book cover? Well, it's funny. With a book cover, your main contact is with the art director at the publisher, or at a small publisher like Antoine's with the boss, and I've generally been lucky that people have got in touch with books that I find interesting, and they've generally allowed me to do my own thing on them. And I don't know why, but I always get asked to do the typography as well as the illustration. And I'm not a typographer, and I have a few ways I draw text, but they're very simple. But I think what people like is the fact that the text and the image have come from the same hand. And that's what I loved about The Hobbit, right? I loved the fact that it was written and drawn by the same person. And that's true of my comics, and I try and art directors have allowed me to do it with book covers, and I think there's a charm in that. I like it when the whole cover has a wholeness. Donc, lorsque Tom fait des pages couvertures, généralement, il va travailler avec le directeur artistique de la maison d'édition, dans le cas des plus grosses maisons. Chez Alto, c'est Antoine. Mais qui a un œil, on va s'entendre là-dessus. Et donc, en travaillant avec le directeur artistique ou Antoine, en fait, la commande vient généralement de ces personnes-là et qui vont demander souvent, c'est arrivé comme ça, de leur côté, dire on veut que tu fasses non seulement les dessins, mais aussi la typographie. Donc, cette façon un peu particulière de concevoir les pages couverture où le dessin et la typo sont ensemble sur le même plan, c'est une demande qui a été faite par les directeurs artistiques et éditeurs au fil du temps. Et lui-même apprécie cette façon-là de travailler, même s'il n'est pas typographe. Il le disait, j'ai quelques façons de faire de la typo. Ça me vient de la BD, justement, la manière que j'ai travaillé l'écriture dans la BD. Mais moi-même, comme personne qui apprécie les pages couverture, j'aime le fait qu'il y a une complétude, le fait que ça soit un objet unique finalement. And I guess because I've been drawing comics so long, I'm always thinking in terms of stories. Even in illustration, I kind of want to tell a story with it, to suggest a before and an after, and to
to tell a story in that. And on a book cover, you don't want to tell exactly the same story. Well, of course, you're not going to tell the same story as the whole novel did, but I want to tell a story which will draw people in. And I'm also aware that the novelist might have spent 3 or 5 years writing this novel, and I really have to do my best in a much shorter time to make something which almost poses a question to the reader, which they then will get answered when they read the book. Donc, même quand il fait des pages couvertures, fort de son expérience comme BDiste, il aime raconter des histoires, évidemment beaucoup plus courtes que ce que le roman va raconter. Il ne va pas raconter exactement la même histoire qu'il y a dans le roman, mais une histoire complémentaire, on va dire, qui va attirer les lecteurs, qui va même leur poser une question puis leur donner envie d'y répondre finalement en ouvrant le livre. Moi aussi, j'ai des petits glitches là. Donc, c'est sa façon à lui finalement de rendre service au livre. And the Three Musketeers cover you mentioned was part of a series for Penguin USA directed by a very eccentric art director who kept telling me I needed to be less respectful to the text. And he really wanted a cover that was about how I felt and my humor, and referenced the Three Musketeers, but was not a cautious reflection of what was in the book. And to be honest, I didn't love the book. I thought it was too long. I thought there was too much arguing between the characters, and they seemed to talk on forever and ever. So I sort of made a cover which subtly referenced the negative parts of the book, which I wouldn't advise for anything else, but for that series, I guess if you don't want that, there's a million other editions of the Three Musketeers to buy. So it was kind of fun to be a little cheeky about a great work of literature. Donc, en ce qui concerne la page couverture pour les Trois Mousquetaires à laquelle fait référence Antoine dans sa question, mais en fait, il a travaillé avec un directeur artistique qui lui a dit « Je ne veux pas que tu racontes l'histoire, je veux que tu t'en détaches, que tu me donnes dans le fond ton interprétation. » Mais le fait est que lui, ce n'est pas tant un livre qu'il a apprécié. Il trouvait que c'était très, très long par bout, qu'il y avait beaucoup trop de discussions entre les personnages. Donc, tant mieux pour nous. Ça a donné finalement lieu à une page couverture tout à fait personnelle, son interprétation finalement de l'histoire. On est maintenant à cette partie de l'entretien où, un peu comme dans les jeux questionnaires, c'est les questions rapides. Donc, pour 5 points chacune. Non, sans blague, on va. C'est pas les questions, pas tout de suite, Pierre. Je sais que tu vas avoir une question tout à l'heure. On fait comme si on ne se connaissait pas, nous. Hein? Non, tout va bien. J'espère que ta question va porter sur Tintin. Donc, écoute, question en rafale. Allons-y. Pas tout de suite les questions. Non, je suis désolé si je vous mélange. So that's that part of the talk that we have, where you have to like Kalashnikov style, questions and answers. Like, don't think, just answer. Okay. I prepared you a little bit about that. Alors, easy one, très facile. Auteur préféré, favorite author. I'm going to give you 2 answers, but quite quickly. I love Hilary Mantel's novels. She's well known for Wolf Hall and the other novels in that series, but everything she's written is brilliant, and I particularly love The Giant O'Brien by her, which is weird and funny and brilliant. Donc, première partie de la réponse, Emily Mantel, ça commence, hein? Des romans. Donc, là, j'ai pas retenu les titres, je suis désolée. Là, non, c'est ça, c'est aller en bibliothèque. On est à la bonne place. Là, ils se lèvent tous puis ils s'en vont. J'étais en train de voir quelqu'un en arrière. Et Larry Mantel, on l'a-tu en stock? Je sais pas. Oh, oui. Oh non, c'était pas les mi-paiements. Oh non. Donc, so favorite author, that was easy. Favorite science fiction. There was a second part, though. Huh? Il y avait une deuxième partie à sa réponse. Oui, excuse-moi. Non, mais il l'a pas dit encore. Je peux pas la traduire. Well, my other favorite authors would probably be the Brothers Grimm. I read all of their fairy tales to prepare for my children's book, and they're just amazing. The prose, the stories, I just thought they were wonderful.
Donc, deuxième partie de la réponse, les frères Grimm, qui l'ont beaucoup influencé lorsqu'il était enfant. Et vraiment, ils trouvent que leurs histoires sont tout simplement fantastiques. So, following up on the Brothers Grimm, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un peu la version Walt Disney des frères Grimm, mais il y a aussi la vraie version, où c'est un petit peu plus tragique. Il y a comme c'est des choses qu'on ne mettrait peut-être pas dans des livres pour enfants. So, which version do you prefer, the real one or the Disney ones? The real ones, although for reading to children, there's a lot of people getting their eyes pecked out or their feet sawed off. So I think I'd probably find a middle ground to read to a child. Donc, en gros, réponse diplomatique encore, ils préfèrent la vraie version des frères Grimm, qui souvent est un petit peu plus hardcore, pardonnez-moi mon anglais. Mais quelque part, entre les deux, dans le fond, c'est ça qui pourrait être intéressant, le mélange finalement entre la version édulcorée à la Disney et celle vraie des frères Grimm. Tom est britannique, hein, d'origine écossaise, là, mais donc la diplomatie, voilà, c'est naturel. Favorite science fiction author? Auteur de science-fiction. I'd probably say Kurt Vonnegut. I read his stuff when I was in my late teens and it just blew me away. And again, he's someone who does funny little drawings amongst the text, and I love that. And I suppose if we're talking about a more contemporary hard science fiction writer, I love Ian M. Banks's gigantic space operas. Donc, là, je m'excuse pour les noms d'auteurs que je ne connais pas, fait que c'est très difficile pour moi de les figurer en français. Là, il faut absolument avoir lu Kurt Vonnegut, Cass Cradle, qui est, mon Dieu, le berceau du chat en français, Abattoir 5, qui a d'ailleurs fait l'objet, you probably saw this, Slaughterhouse 5 was adapted into a graphic novel recently. It's quite good. Yeah. Et donc, oui, Kurt Vonnegut, que je vous conseille, tu as tout à fait raison. Et Ian M. Banks, qui est plus ce qu'on appelle de la hard science fiction. Oui, plus contemporaine, et ça, c'est des odyssées spatiales, ça, j'ai bien compris. Oui, là, on est dans le, on est dans le hard sci-fi. Music to work to. Quelle musique on écoute quand on travaille? If any. I can't really listen to music with lyrics when I'm thinking of cartoons, which is the thing I do in the morning, is I do listen to often Bach, and I sit and draw in my sketchbook, and there's something about Bach's piano music which almost feels like a wooden brain made of cogs turning and turning, which I find helps me go into a good state to come up with ideas. So I listen to Bach in the mornings, and in the afternoons I actually tend to listen to audiobooks and podcasts while I'm coloring or doing a repetitive task. Donc, impossible pour Tom d'écouter de la musique avec des paroles pendant qu'il essaie de trouver des idées pour ses bandes dessinées. Donc, c'est souvent le matin qu'il va travailler sur ses bandes dessinées. Donc, là, il va écouter Bach principalement. Et l'après-midi, là, il va plutôt se tourner vers des livres audio, en fait, donc pour nourrir son esprit d'une autre façon. Rapidement, on se tourne du côté du cinéma. J'ai l'impression d'être un animateur de jeux. Catégorie cinéma maintenant. A movie you would watch over and over again. I love Stanley Kubrick's movies, and I would happily watch 2001 again and again, and I love Barry Lyndon as well. There's just something about the beauty and perfection of his work which I don't tire of. Donc, Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, et Barry Lyndon, c'est ça. Donc, quelque chose dans l'esthétique de ces films-là qui fait en sorte qu'il ne s'en lasse pas et qu'il peut les regarder encore et encore. Et finalement, catégorie humour, funniest author, and is it hard to be funny? Yes, it is hard to be funny. And I think P.G. Wodehouse, the British writer, is one of the funniest authors ever. And he just has a way of writing a sentence, which is nothing funny is even necessarily happening, but he just uses language in a way which makes you feel light and joyful and happy. And I could read his books again and again, even though pretty much the same thing happens in all of them.
Donc oui, c'est très difficile d'être drôle. Et aux yeux de Tom, un des auteurs les plus drôles, c'est P.G. Wodehouse, donc un auteur britannique, concitoyen de Tom, donc qui a une façon d'écrire, en fait, qui est très, très particulière, mais qui le fait sentir léger et heureux et qui fait en sorte qu'il a toujours envie de lire et relire ses livres. And last but not least, dernière question, il faut absolument demander à Tom pourquoi autant de robots. Il y a des robots partout chez Tom. C'est une fascination. Il y en a en bois, il y en a dessiné, il y en a en vinyle, il y en a fabriqué. Il a fait un abécédaire de robots. Il a fait l'abécédaire de robots, d'ailleurs, il faudrait presque le publier parce qu'il l'a présenté à Montréal il y a quelques années. C'était hilarant. So, last but not least, what is it with robots? What's your relationship with them? Why so many robots? Why robots like ABC of robots and things like that and Gizmo? So what's your thing with robots? Well, on the one hand, they're much easier to draw than people. You just need to draw a box and give it a pair of eyes, and you've got a robot. And that's part of it. I think part of it also is there's something humorously tragic about a robot. It's on the border between being a sentient being like a human and being a toaster that when it breaks down you throw it in the trash. So there's an inherent tragedy that I like about that. Donc, premièrement, les robots, parce que c'est beaucoup plus facile à dessiner qu'un humain. Hein? 2-3 lignes parallèles, puis vous avez votre robot, tandis que les humains, c'est un peu plus compliqué. Et deuxièmement, il y a quelque chose d'humoristiquement tragique au sujet des robots, parce qu'ils sont comme à la fine ligne entre être, dans le fond, un centipède, comme nous, il marche, puis de l'autre côté, un toaster. Pardon, un grille-pain, hein? Je traduis, moi. Donc, c'est cet aspect-là donc, qui, finalement, l'attire beaucoup chez les robots. And I think the other thing is, in a way, I still like drawing the sort of things I liked drawing when I was about 12. I like drawing spaceships and robots and knights and battles and maps of fantasy worlds. But I can't, except in my children's book, I can't take that stuff seriously enough. So I put it together with a more humorous ordinariness in the writing, and somehow putting those two things together, ordinary everyday life and fantastic visuals, kind of seems to work and is amusing in a way that I enjoy. Donc, en gros, il dessine encore les mêmes sujets qui étaient les siens lorsqu'il avait 12 ans. Donc, les robots, les chevaliers, les cartes géographiques de mondes imaginaires. Mais aujourd'hui, il prend ces choses-là beaucoup moins au sérieux. Et ce qu'il fait, finalement, c'est y accoler la vie ordinaire. Donc, en mélangeant ces deux choses-là, il y a quelque chose qui, semble-t-il, se passe. Et tout son style tient à ça, finalement. Tout le monde aime Tom. Merci tout le monde. Passez une belle soirée. Thank you all very much. Merci. Thanks.